Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de notre mois DH20 chez Dunk Hebdo, le DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs NBA par l'équipe de Dunk Hebdo et par vous, par les auditeurs. Et pour ceux qui découvriraient le principe, je vous invite grandement à aller écouter les épisodes du DH20 dans l'ordre, notamment le premier qui vous présente le fonctionnement du classement ainsi que nos critères, puisqu'aujourd'hui on en est déjà à l'épisode 3, l'épisode qui va nous emmener de la 15e à la 13e place. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de notre épisode, présentation de la rotation du jour. Nous sommes à 3. J'ai avec moi Constant et Tom. Comment ça va, messieurs? Ça va, ça va. On parle de joueurs fait maison, là, pour le coup. Mmh. Ça va très bien, écoute. Eh bien, c'est parfait. Des présentations un peu rapides pendant les épisodes du DH20. On se connaît, chaîne de Kebdo. 3 joueurs au menu du jour. On va avoir de quoi faire. Rappel protocolaire également, bien sûr. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus sur les plateformes de podcast, sur Twitter pour échanger avec nous, sur YouTube et notamment même sur YouTube, puisqu'il y a quelques petits ajouts cette année, comme le visuel du classement. Et justement, commençons par le rappel du classement jusqu'ici. Classement qui démarre à la 21e place, comme le veut la tradition chez Dunk Hebdo. 21e du DH20 2023, Jamal Murray. 20e place d'Aaron Fox. 19e, James Harden. 18e, Jaylen Brown. 17e, Paul George. 16e, Bam Adebayo. Et avant de vous donner les noms, j'ai quelques indices pour vous aujourd'hui. Nous sommes sur un épisode avec les 3 jeunes guards les plus souvent mentionnés au MVP la saison dernière. Un épisode qu'on a longuement appelé entre nous celui du trio d'initiateurs. Et je ne vous fais pas patienter plus longtemps, j'ai assez parlé pour l'intro. 15e du DH20 2023, un certain Ja Morant. Ja Morant, 15e donc au global, 15e également chez les auditeurs. Alors je vais vous donner la parole. On a différents classements. Je vais même tout de suite l'avouer, il est absent chez moi, mais j'en reparlerai. Tom, évidemment, je me tourne vers toi. Ja Morant, Memphis Grizzlies. Ja Morant qui a un peu émergé en tant que superstar, peut-être visage de l'NBA dans un premier temps. Quelques épisodes extrasportifs, on ne va pas y revenir bien sûr. Est-ce que c'est ce cocktail-là qui l'empêche pour l'instant d'être un peu plus haut dans le DH20 2023? Je pense qu'il y a un peu de ce cocktail-là. Il y a aussi une régression au niveau de son efficacité globale. C'est vrai que c'est un joueur qui est, on va dire, très agile, qui a eu aussi pas mal d'indisponibilité liée aux blessures en dehors de sa notion de suspension. Et c'est un joueur qui, malheureusement, ce qui joue aussi contre lui, c'est que l'équipe arrive à performer sans lui. Et du coup, on peut se poser potentiellement parfois la question de est-ce que ce joueur-là est vraiment essentiel pour que les Grizzlies fonctionnent aussi bien. Après, ce qui lui donne de la valeur et ce qui, je pense, fait qu'il reste dans le DH20, c'est la première chose, ça va être la valeur du pic, puisque Ja Morant a un pic très haut et il a des pics qui lui peuvent même lui faire sauter des tiers. On a vu par exemple ses playoffs de l'an dernier, notamment face aux Warriors, ou même le match 3 face aux Cavs, le match 3 face aux Cavs où il a sur une main il met Aux 45 Cavs? points. C'est le Non, aux 4, Lakers. pas les Cavs, les Lakers pardon. Les Lakers. C'est le 3, Où oui. voilà, il met les 45 points qui les fait revenir en fin de match. Donc c'est la valeur du pic et surtout la valeur du playmaking, la difficulté des tirs et de la génération d'attaques qu'il a à faire aux Grizzlies. Et aussi, voilà, c'est quelqu'un qui a aussi une capacité d'élimination qui est telle que ça en fait aussi une machine à highlights. Donc, je pense que ça c'est ce qui fait qu'il reste encore dans le DH20 et qui, je pense, a marqué aussi les auditeurs. Oui, c'est ça, les auditeurs l'ont en 15, donc Tom aussi, je ne l'ai pas dit, tu l'avais en 15. Constant, tu l'as aussi en 15. Est-ce que tu partages le constat de Tom? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter dans un premier temps sur le profil Ja Morant? Ouais, ouais, c'est là où on voit tout le talent de Tom, c'est que il a grillé tout ce que je voulais dire. Donc ça, on voit qu'on a, c'est là qu'on a le même raisonnement avec Tom. Effectivement, quand on regarde un petit peu le classement de nos chers auditeurs, lorsque revient la question de quel est le joueur été le plus difficile à classer, il y a souvent Ja Morant qui revient. Alors il y a Ouais. Kawhi Leonard, mais je crois que le deuxième c'est Ja Morant après Kawhi. C'est LeBron James. c'est LeBron C'est James. LeBron James James, en 2 et Ja en excusez-moi. 3. Voilà, je connais mal les camemberts faits par notre cher statisticien présent juste ici. Mais en tout cas, l'une des principales raisons de la difficulté de classer Ja Morant, c'est quasi à 100% le hors-terrain. Et en fait, la problématique, c'est, tu t'en as bien parlé, Adrien, c'est que la progression de Ja Morant depuis sa saison rookie jusqu'à l'an dernier, elle est linéaire avec quand même un bon petit coup de boost l'an dernier. Et que année après année, on voit une progression de Ja Morant. L'an dernier, il explose véritablement aux yeux de la ligue. Il devient un des nouveaux visages de la ligue, un des joueurs
très honnêtement le plus mis en avant par la NBA, que ce soit sur ses réseaux, sur ses affiches promotionnelles. Tu te dis, le futur de la ligue, dans les futures têtes en tout cas de la ligue, il y a le nom de Ja Morant qui arrive assez rapidement. Et là, il y a une problématique, c'est la première saison un peu stagnante, on va dire, que ce soit pour Ja Morant ou que ce soit pour les Grizzlies, parce qu'il y a une baisse en termes de résultats avec cette élimination au premier tour des playoffs. Au niveau de Ja Morant, il y a une baisse d'efficacité par rapport à l'an dernier. Il repasse en dessous de la moyenne NBA au true shooting plus, là où l'an dernier il était au-dessus. Il y a évidemment tout ce qui se passe en termes d'extra sportifs et ce savant cocktail de déception un petit peu en post-season, plus affaires extra sportives, plus baisse de niveau individuel, fait qu'il a peut-être été un petit peu pénalisé dans le classement des auditeurs. J'ajouterais quand même 2 choses pour Ja Morant. Pourquoi je l'ai en 15e position avant peut-être de le comparer à d'autres joueurs, et pourquoi je l'ai mis en dessous des 2 autres joueurs dont on va parler dans le podcast, c'est que Ja Morant, il y a quand même quelque chose dont Tom a parlé. Alors, je sais pas si son pic lui fait sauter plusieurs tiers. Je sais pas s'il arrive dans le tiers qu'on évoquera d'ici quelques épisodes, ou qu'un tiers assez groupé avec beaucoup de superstars. Malgré tout, Ja Morant, en playoff, il a très rarement été décevant. Il a très rarement montré un niveau qui était faible par rapport à d'autres superstars. C'est un argument qu'on peut lui faire valoir comparé aux 2 autres joueurs dont on va parler dans cet épisode. Il y a sa série contre Golden State où il est l'un des rares joueurs que les Warriors n'ont pas su défendre ces dernières années en playoff. Malheureusement, il y a la blessure. Et il y a effectivement son match 3 contre les Lakers où il est exceptionnel. La série où il est le plus décevant, peut-être, c'est celle contre les Wolves, mais globalement, cette série contre Minnesota, je pense personnellement que c'est plus Minnesota qui la perd que réellement Memphis qui l'emporte. Mais malgré ça, voilà, il y a toujours les pics de Ja Morant. J'atténuerai un petit peu ce propos en disant que Ja Morant, contre les Warriors, il est blessé. Contre les Lakers, il est blessé. Il y a un problème de disponibilité pour Ja Morant qui devient un peu embêtant. Mais malgré ça, on est face à un joueur très performant en régulière. Le playmaking est en progression. C'est l'un des seuls aspects où il a progressé, je trouve, par rapport à l'an dernier. Il y a toujours 2-3 énormes matchs de Ja Morant en playoff. Effectivement, je suis un peu dans le rôle du procureur, mais vous avez anticipé la plupart des points que je voulais aborder, qui font que pour moi, il est absent, mais il est absent un peu de manière exceptionnelle, j'ai envie de dire, cette année. Alors évidemment, le premier point, c'est le hors-terrain. C'est quand même un joueur, voilà, vous l'avez dit, il y a les deux. Il y a à la fois les affaires Ja Morant, la suspension là, pour la saison prochaine. Je crois que c'est 25 matchs. Il est suspendu 25 matchs. 25 matchs, ouais. Donc forcément, tu vas attaquer une saison avec 25 matchs en moins pour Ja Morant, c'est toujours un peu embêtant. Et puis voilà, les blessures. Et puis sur les playoffs, voilà, le game 2 est gagné sans lui. Donc ça rejoint ce que tu disais un peu, Tom. Des fois, on a l'impression que l'équipe tourne quand même, que tu mettes ou pas Ja Morant, c'est un joueur positif, mais qu'il soit là ou non, les Grizzlies arrivent à s'en sortir. Donc je pense que ça joue un peu contre lui. Et également ce que tu disais un peu, Constant, je pense qu'il y a aussi un joueur qui subit les attentes depuis 1 an à peu près. C'est-à-dire que la progression était linéaire jusque-là. Il a un peu explosé, il a un peu été poussé. On sait que la NBA aime bien mettre en avant ces nouveaux joueurs, cherche son nouveau visage américain, puisque les visages principaux de la NBA ne sont pas forcément américains. On aura l'occasion d'en reparler en remontant le classement du DH20. Et voilà, il était un peu poussé comme ça. Et je pense qu'il y a aussi une réaction qui se crée face à ça quand on y voit certaines limites, même si globalement, ça reste un joueur extraordinaire. Et il a quelque chose qui joue pour lui. Et ça marche forcément dans l'inconscient, je pense, dans le mien comme celui, je pense, des auditeurs, puisqu'il était 13e l'année dernière, il est 15e cette année, il n'a pas beaucoup régressé. C'est que le visuel joue pour Ja Morant. C'est-à-dire que Ja Morant, c'est parfaitement le produit NBA, quoi. C'est-à-dire que tu mets des highlights, tu mets du Ja Morant qui met des grands tomards, comme tu l'as dit, Tom. C'est un truc qui se vérifie ensuite, sa capacité à éliminer en 1 contre 1, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Et c'est un joueur qui est amené, a priori, à continuer à progresser dans le DH20. Même si voilà, moi j'ai voulu le sanctionner cette année, tout en ayant conscience que c'était peut-être un petit peu sévère. Tu vois. À toi l'honneur. C'est ton joueur. Non, c'est ton joueur. C'est ton joueur. Vas-y. Priorité à Tom. En fait, c'est vrai c'est assez vrai ce que tu dis. C'est totalement compréhensible. Après, c'est vrai que c'est un joueur qui a eu des circonstances entre guillemets atténuantes d'un point de vue jeu. C'est quelqu'un qui a perdu cette saison, en cours de saison, il a perdu Steven Adams, qui est son partenaire privilégié. Par exemple, Steven Adams, c'est le joueur son garde du corps. Notamment, si on garde du corps sur le terrain et son garde du corps en dehors du terrain, visiblement. Sur les réceptions en l'air, c'est aussi son garde du corps. C'est lui qui le rattrape. Exactement. Et du coup, simplement, tu vois, Steven Adams n'a pas joué avec les Grizzlies depuis le 22 janvier. C'est le joueur
qui, sur la saison, a fait le plus de passes décisives à Ja Morant. C'est vous dire, on va dire que Ja Morant, c'est vraiment la source, entre guillemets, de balles totales des Grizzlies. Et en fait, ce que Ja Morant apporte et sa capacité d'élimination fait que il a des impacts sur les autres compartiments du jeu. Et aussi bien le jeu des autres joueurs des Grizzlies bénéficie notamment aux capacités de pénétration de Ja Morant, mais aussi bien la gravité, la capacité à toucher la raquette pour faire réagir la défense et ouvrir des angles de passe de Ja Morant, joue. Et on le voit ça généralement en playoff où Ja Morant, il est défendu à 3. Non, il est vraiment défendu à 3. Et c'est ça aussi qui fait l'une de ses principales qualités, c'est vraiment la notion la notion d'élimination et de pouvoir toucher la raquette et d'aller au cercle avec autant de férocité. Je vais aller dans ton sens, Constant, avant de te relancer la balle. C'est vrai que quand on a cette impression que les Grizzlies tournent presque aussi bien avec ou sans Ja, c'est pas tout à fait vrai. Si on regarde les stats, on va aller très très vite. Juste le net rating pour prendre un différentiel. Avec Ja, c'est plus 7. Sans Ja, c'est plus 0,70, 78. Voilà, donc on est vraiment sur un joueur qui a un vrai impact sur les Grizzlies, mais peut-être un profil particulier. Constant, tu as commencé à l'évoquer. J'imagine que tu allais aller par là sans citer les noms d'après. Un profil qui, voilà, on met forcément en valeur certaines choses dans le DH20, peut-être que des fois ça le dessert aussi, Ja Morant. En fait, le truc, c'est que pour moi, les Grizzlies sont une équipe de plancher sans Ja. Et Ja, c'est leur plafond. En fait, le plafond les Grizzlies iront aussi loin que Ja Morant pourra les emmener. C'est véritablement lui qui peut débloquer plein de choses pour les Grizzlies. Tu as parlé justement, Adrien, du fait qu'il pouvait monter au fur et à mesure des années. Parce que pour moi, ça reste un joueur à polir. Encore une fois, Ja Morant. Je trouve qu'il y a pas mal de décisions où on parle de son côté ultra spectaculaire près du panier. Et en fait, si on compare l'efficacité de Ja Morant près du panier aux autres joueurs dont on va parler, ils sont dans les mêmes pourcentages. Ouais. Alors, on n'est pas sur Oui. des joueurs exceptionnellement flashy, mais par contre, en termes d'efficacité, le résultat est le même. T'en as qui sont plus smooth, plus axés sur le dribble. Au Ja Morant, c'est vraiment premier pas explosif et capacité athlétique, ce qui aide grandement. Le deuxième point sur lequel, pour moi, il doit encore polir son jeu, c'est la sélection de tir. Je trouve qu'il y a encore trop de pull-up. Et je parle même pas forcément de pull-up à 3 points. Je trouve qu'il y a encore trop de pull-up. Et si on regarde parmi les plus gros échantillons de joueurs en pull-up, Ja Morant est très souvent à l'effectif field goal pourcentage et très souvent dans le bas du classement si on prend le top 50, que ce soit à 3 points ou à mi-distance. Pour moi, c'est un joueur qui n'a pas encore complètement compris ses qualités ou qui reste encore à polir. Je pense qu'il est déjà très fort pour aller sur la ligne des lancers francs, mais il pourrait encore y aller plus de par ses capacités athlétiques. Et ce qui m'inquiète un petit peu dans son jeu, c'est que l'an dernier, à 3 points, il était à 34%. Ce qui est, pour Ja Morant, c'est un très bon pourcentage à 3 points. Cette année, il a encore augmenté son volume à 3 points. Si on prend le 3-point rate, donc le ratio de 3 points par tir tenté, il est plus élevé cette année que l'an dernier. Donc en français, Ja Morant tente plus de tirs à 3 points cette année que ce qu'il a tenté l'an dernier en pourcentage de ses tirs pris. Par contre, il est beaucoup moins efficace puisqu'il est retombé à 30%. Et là, on retombe dans des standards de Ja Morant. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment une définition d'un joueur jeune qui n'a pas complètement saisi toutes les qualités, qui peut peut-être progresser en pull-up, mais qui, oui, effectivement, de par son côté spectaculaire, on se dit ça doit être un finisseur d'élite. C'est un très bon finisseur, mais autant que les deux autres joueurs dont on va parler. Et encore pour moi, cette trop grande utilisation du tir à 3 points qui le pénalise, même si du côté des Grizzlies, même si Steven Adams était blessé, ça manquait parfois, pas tout le temps, mais ça pouvait parfois manquer un peu de spacing. J'ai vu que tu voulais réagir, Tom. Je me permets juste de prolonger le développement de Constant comme ça pour t'entendre derrière. Est-ce que du coup se pose pas la question justement du développement de Ja Morant? Parce que je suis d'accord, il y a des choses à polir. Est-ce qu'on continue dans une volonté peut-être de développer d'autres skills, en tout cas d'essayer, voilà, le pull-up, le tir, ces skills qui sont souvent demandés, et on va en reparler, je pense, pour passer à l'étape supérieure, au cran supérieur, au tiers supérieur peut-être du DH20, ou est-ce qu'il est temps de, voilà, maintenant on a vu, on a testé, et de se concentrer sur les plus grosses qualités, d'essayer de gommer, ou en tout cas d'arrêter d'accentuer certains aspects du jeu qui sont peut-être un peu plus compliqués. Tu vois, pire que le pourcentage, hein, comme le disait Constant, c'est la façon dont la défense réagit quand Ja Morant tire de loin, en fait. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de pourcentage, mais il y a aussi très peu de défense. Et c'est pour ça que de temps en temps, il arrive à faire des cartons, parce que on va dire que c'est quelqu'un qui peut avoir des séries où il en met, et c'est quelqu'un qui peut aussi ne rien mettre. Mais du coup,
qu'il en mette ou qu'il en mette pas, la défense ne réagit pas. C'est-à-dire qu'il peut être à 6 sur 10 à 3 points, ben on va quand même le laisser shooter. Donc, c'est aussi ça. Parce que même s'il y a un développement du pull-up, Ja Morant, tu ne veux pas qu'il arrive dans la raquette. Donc, peu importe, enfin, je vais prendre un exemple, c'est par exemple, la meilleure défense contre Giannis, c'est de le laisser prendre un jump shot. Parce que quand Giannis, il prend pas un jump shot, c'est soit 65-70% d'efficacité, en fait. Et c'est ça. Ça va être ça la grosse difficulté pour moi de Ja Morant dans sa transition. Alors, peut-être pas aller développer un tir à 3 points, mais je pense que ça va être un joueur qui va un peu rentrer dans un peu la zone des stars où va commencer à prendre un petit peu plus de pull-up à mi-distance, un peu plus de pull-up à mi-distance pour se rapprocher un peu plus et surtout que c'est un joueur qui a quand même pas mal de touchés, qui fait pas mal de flotteurs. C'est un des joueurs qui prend le plus de flotteurs de la ligue. Donc, je pense que c'est un joueur qui va rester quand même un joueur d'axe, mais qui va de plus en plus prendre des tirs à mi-distance. Malheureusement pour son efficacité globale, parce que je pense que la maturité de son jeu va passer par là. Et c'est une zone où potentiellement l'équipe va le défendre, parce que l'équipe adverse va le défendre, puisqu'il y aura quand même la menace de son playmaking et sa capacité à faire jouer les autres en étant beaucoup plus proche du cercle que lorsqu'il est à 3 points, ou quand tu vois Ja Morant à 3 points aujourd'hui, enfin c'est une victoire pour toi en fait quand il est derrière la ligne. Ouais. Bon, je sais pas si Constant, tu voulais rajouter quelque chose, mais comme le profil, justement, les qualités, les défauts, en tout cas les moins grandes qualités de Ja Morant vont résonner avec les autres noms, je propose peut-être d'un peu avancer, puisqu'à la fin, on pourra revenir sur les trois en même temps. On est quand même sur un groupe assez serré. C'est vrai que je l'ai pas dit, et on le répète tout au long du DH20, on a un classement avec une pondération au niveau des points qui sont accordés à certains joueurs, et ce tiers-là est assez compact et surtout assez clairement défini. Là, on parle de joueurs qui sont dans le DH20, dans la plupart des DH20 sont très peu souvent absents. Par exemple, il n'y a que moi qui n'est pas Ja Morant, il me semble. Tout le monde là, sinon, et les autres sont dans tous les classements. Donc on est voilà sur un groupe très compact et ça va nous permettre d'en parler de manière plus globale. Je parlais d'initiateur, passons à celui d'après. Donc au 14e joueur du DH20 2023, un certain Donovan Mitchell qui est 16e. Donc chez les auditeurs, il est derrière Ja Morant, pas très loin évidemment, juste derrière. Donovan Mitchell, on est sur un profil un peu particulier. Donc, on vient d'entendre Tom. Constant, je vais me tourner vers toi pour la présentation, on va dire, de ce joueur-là, Donovan Mitchell, dans ce contexte de Cleveland un peu particulier où il a dû retrouver un autre initiateur. On a retrouvé un Donovan Mitchell qu'on connaît un peu sur la saison régulière, mais, et je vois, c'est la note, je vais le trahir, c'est la note de Tom, et j'aime beaucoup cette question. Est-il l'anti-Jamal Murray depuis la bulle, c'est-à-dire des bonnes stats de saison régulière, mais des playoffs décevants? Je te lance là-dessus, Constant, c'est un cadeau de Tom. Alors, il y a plusieurs choses. Je parlerai peut-être après du paradoxe Donovan Mitchell en playoff depuis quelques années. Déjà, pour présenter le joueur, pourquoi il est classé si haut dans notre classement? Bah, déjà, parce que c'est peut-être sa meilleure saison régulière en carrière. Il y a celle où le Jazz finit premier de conférence, où il est excellent. Mais là, il s'est retrouvé quand même dans un contexte qui était pas simple du côté de Cleveland, avec une équipe qui était bonne avant son arrivée, mais qui n'était même pas encore à la course, enfin, qui n'avait même pas encore réussi à se qualifier en playoff. Il arrive à la mi-août, Donovan Mitchell. Il est Ouais. échangé à la mi-août, donc il arrive dans un nouvel environnement auquel il doit s'établir très vite. Il y a l'arrivée de Darius Garland, pardon. Enfin, il rejoint Darius Garland, qui est un joueur où Donovan Mitchell n'a jamais côtoyé un joueur qui tient autant la gonfle que Darius Garland au cours de sa carrière. Peut-être Jordan Clarkson parce qu'il tient beaucoup le ballon, mais c'est dans un registre c'est dans un registre différent, on va dire. C'est quand il est sur le parquet, Jordan Clarkson qui tient beaucoup le ballon, ce qui est moins le cas. Enfin, il est moins souvent sur le parquet que Darius Garland. Mais voilà, autour de la meilleure défense de NBA, bah, l'attaque des Cavs était très orientée, était bâtie réellement autour de Donovan Mitchell, au point d'éclipser même, je trouve, un petit peu la saison de Darius Garland, Ouais. même s'il a été très Ouais. efficace. Voilà, la régulière où il a été très bonne. Il a de nouveau montré que c'était un très bon shooter à 3 points, un truc que très honnêtement, je soupçonnais pas au terme de sa première saison, mais il a le volume qui est excellent, il a le pourcentage de réussite. Après, effectivement, au niveau de ses playoffs, ça a coincé, comme ça coince souvent ces dernières années. Et pourquoi? Moi, il est 13e, hein, c'est le joueur le plus haut classé
des 3 joueurs qu'on va citer aujourd'hui, parce qu'il y a le côté pour moi, il est capable de faire plein de choses. Il est capable de faire du playmaking secondaire à côté de Garland, il est capable d'être un shotmaker à 3 points, il est capable de finir près du cercle, il est capable de la défense, c'est peut-être le seul point un petit peu, un petit peu négatif qu'on peut lui donner. Je trouve que des 3 joueurs dont on va parler, c'est celui, voire quasi le seul qui joue off-ball. Il y a que lui qui joue off-ball. Aussi parce qu'il a le tir à 3 points, ce qui favorise aussi un petit peu plus le jeu off-ball. Mais voilà, très bonne saison régulière de Donovan Mitchell. All-NBA largement mérité, mais effectivement, il y a cet arrière-goût des playoffs qui fait que peut-être chez les auditeurs, ils l'ont classé plus bas. Et un autre point peut-être à creuser, c'est que Donovan Mitchell, on le prend peut-être un peu plus pour acquis les performances et le niveau de Mitchell que les deux autres, d'où peut-être un classement plus bas. Tom, toi, tu l'as 16e, Donovan Mitchell, tu l'as juste derrière Ja. Donc voilà, j'imagine évidemment dans le même tiers, Oui, ils sont dans dans le le même même tiers. ordre. Est-ce Ouais. que c'est ça? Est-ce que c'est les stats playoff qui l'ont mis chez toi, qui l'ont fait passer juste derrière? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses, voilà, comme disait Constant, les grandes attentes aussi qu'on avait de Donovan Mitchell qui changeait pour la première fois de contexte d'équipe? C'est ça, il y a un peu de ça. Après, c'est comme tu disais, Constant, c'est un joueur qui a été All-NBA pour la première fois de sa carrière cette saison, qui a, comme tu l'as dit en introduction aussi, Adrien, qui a souvent été mentionné cette saison aussi dans la route pour le MVP. Moi, ce qui me marque avec Donovan Mitchell, et c'est quelque chose et on va en parler, c'est le cas c'est un point commun entre les 3 joueurs. C'est un joueur de contact, Donovan Mitchell. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un joueur de contact, c'est un joueur qui dégaine dans le défenseur. Le joueur dont on va parler après aussi fait ça, mais de façon différente. Mais lui, enfin, Donovan Mitchell, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que il va pas essayer, il est pas dans l'évitement dans sa création de séparation, c'est-à-dire qu'il a décidé d'aller dans son spot pour se créer son tir. Ben, c'est implacable. Parfois, Mm. ça lui joue des tours parce qu'on peut l'attendre. Parce que, enfin, parfois, on a l'impression que son mouvement est déjà prémédité. On sait qu'il veut aller là. Donc, si tu le bats sur le spot, ben, il est plus facilement arrêtable. Et je pense que c'est quelque chose qui peut lui arriver en playoff. Mais par contre, c'est quelqu'un qui joue avec force, qui aime le contact. Je trouve que c'est un shooter aussi qui est un peu sous-estimé. Mm. En tout cas, notamment sur le pull-up. Quand tu prends les joueurs qui ont du volume sur le pull-up, par exemple, cette saison, il y a 13 joueurs qui ont mis plus de 100 pull-up à 3 points. Donovan Mitchell est 3e en termes de nombre de pull-up à 3 points mis et il est 3e à l'efficacité. Il est à peu près à 39%. Les 2 personnes qui sont devant lui, c'est Tyrese Haliburton et Stephen Curry. Voilà, Pas terminé. mal. Voilà. Et je me suis dit, il y a peut-être une notion de surchauffe. Et quand tu retournes dans les années précédentes, l'année dernière, il était encore 4e en termes de volume, avec 35% d'efficacité. Et en 2021, il était aussi dans le top 10 en termes de volume, avec 36% d'efficacité. Donc du coup, sur des shoots très difficiles et des choses qu'on le valorise beaucoup, Donovan Mitchell est un shooter plausible. Et ça s'est vu aussi face aux Knicks, puisqu'il y avait il y avait peu de drop vraiment contre Mitchell. Il y avait pas mal de edge. Donc du coup, c'est un shooter qui est respecté et craint. Et je trouve que c'est une notion quand on parle de Mitchell qui peut, vu que c'est quelqu'un qui est très athlétique, qui est très porté peut-être sur le drive, le slash et la finition fort au cercle, ben, je trouve que ses qualités de shooter, en tout cas de shooter après dribble, sont vraiment fortes. Et du coup, c'est ce qui, pour moi, en fait, fait la différence. Ah, je suis bien d'accord, vous avez listé la plupart des qualités. On va pouvoir. C'est à l'étude, j'ai l'impression que je vais faire le procureur, moi, aujourd'hui, pour lister quelques. Voilà. Qu'est-ce qui fait que Donovan Mitchell n'est pas encore un petit peu plus haut? Constant, tu l'as un peu évoqué. Moi, j'avais une espèce d'attente. Alors, d'attente, c'est un grand mot, en tout cas, mais j'étais assez curieux de voir comment il allait se comporter en défense, justement, puisqu'il est sorti de l'ombre de Rudy Gobert, ce qui lui permet, d'ailleurs, voilà, de retrouver les All-NBA, ce genre de choses, puisqu'on arrête de le considérer en fonction du fait qu'il joue avec Rudy Gobert. Mais justement, je le voyais aussi défensivement. Je me disais par rapport à son profil qui, de base, à sa draft et puis dans ses jeunes années, on le voyait comme un bon défenseur. Et en pensant qu'il allait pouvoir, en rejoignant un Garland, avoir un rôle, un usage un peu moins haut, peut-être retrouver un peu de défense. Le fait est qu'il n'a pas du tout baissé son usage, il est à peu près similaire. J'ai regardé alors ses suites Basketball Reference, donc qui ne prend pas en compte les passes, mais bon, simplement les tirs. Mais en tout cas, il tire beaucoup, il est autour de 32%, donc un usage de star, de superstar, bien sûr. Donc ça n'a pas baissé. Donc effectivement, on n'a pas trouvé un grand défenseur. Cela dit, l'avantage quand tu joues au CAF, c'est certes, il est plus avec Rudy Gobert, mais il est avec des intérieurs qui l'aident un petit peu pour avoir une défense qui a stabilisé.
Et puis, vous l'avez dit, hein, les playoffs, évidemment, c'est cette sortie contre New York. Mais globalement, on est quand même sur un très, très fort joueur. Comme vous disiez, je ne vais pas tout répéter. Effectivement, moi aussi, ce qui me marquait le plus, ce que j'ai noté, c'est effectivement son tir, son pull-up. Parce que, certes, l'attaque des Cavs l'année dernière était uniquement sur Garland. Là, on l'a rajouté. Mais bon, grosso modo, maintenant, c'est Mitchell et Garland. Et c'est d'ailleurs eux deux qui portent l'attaque. J'avais noté les offensive ratings. Quand ils sont tous les deux sur le terrain, on est autour de 120 pour les Cavs. Quand il y a uniquement Garland, 117, donc un peu moins bon. Mitchell, 115, donc les mêmes eaux. Quand on enlève les deux, on est à 107. Donc on s'écroule totalement. Donc effectivement, c'est il y a l'attaque Caris Levert. C'est l'attaque Caris Levert, Isaac Okoro, donc c'est sûr que c'est plus difficile. Forcément, il fallait que quelques joueurs prennent des balles perdues, mais voilà, on est sur quand même un joueur qui est classé dans le DH20 parce qu'on est sur quelqu'un à qui on peut confier les clés d'une attaque NBA et il peut en faire quelque chose pratiquement uniquement sur ses qualités de scoring et c'est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné et d'entrer dans le DH20. Mais c'est un peu sa limite aussi, malheureusement. C'est un peu sa limite puisque, certes, on peut lui confier l'attaque et c'est ça qui a causé un peu sa perte au Jazz. C'est que, encore une fois, et Donovan Mitchell est la preuve de ça, quand tu es dos au mur, tu te retournes vers tes instincts. Et les instincts de Donovan Mitchell, c'est de prendre beaucoup plus de responsabilités au scoring. Et parfois, il peut, rentrer dans un rôle de soliste. Alors, par exemple, en playoff sur le match 1, ça a bien fonctionné. Il a bien ramené les Cavs avec pas mal d'actions clutch, du playmaking défensif, du playmaking offensif et pas mal d'agressivité globalement offensivement pour ramener l'équipe. Mais après, c'est quelque chose qui a aussi causé sa perte parce que quand lui, il veut prendre ses responsabilités, c'est louable. Sauf que quand il n'est pas dedans, il plombe toute l'équipe. Avec lui, quoi. Et malheureusement, on va dire que il permet pas un rayonnement collectif parce qu'il est de temps en temps trop omnipotent et trop individualiste. Alors c'est pas un joueur personnel, mais trop individualiste. Voilà. La problématique de ça, c'est que t'en as parlé un petit peu, Adrien, en disant que l'attaque des Cavs c'était que Mitchell et Garland parce que c'est réellement les seules menaces offensives des Cavs l'an passé. C'est vrai aussi. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est pas avec Isaac Okoro, c'est pas avec Evan Mobley ou avec Jarrett Allen que tu vas avoir une création offensive. Surtout que Darius Garland, pour ses premiers playoffs, était vraiment en dessous de tout en termes de niveau individuel. Il mettait pas un tir, enfin c'était vraiment pas terrible. Donc Mitchell s'est retrouvé surresponsabilisé et c'est aussi une problématique qu'on peut appliquer sur ces dernières années au Jazz. Pour moi, en termes, là je vais peut-être rentrer dans le détail un petit peu sur Mitchell en playoff, mais pour moi, il y a vraiment une cassure à partir du moment où le Jazz se retrouve à 2-0 face aux Clippers en 2021. C'est-à-dire que Mitchell, il fait 2 matchs énormissimes, Game 1 et Game 2, contre les Clippers. Il y a une cassure où ils perdent les 4 matchs de suite. Le Jazz s'en est jamais relevé globalement. En tout cas, le duo Mitchell-Gobert s'est jamais relevé de cette élimination. L'année d'après, contre les Mavs, il est encore moins bon que l'an dernier. 2022, il est encore moins bon que 2023. Et du coup, je suis allé voir parce que je me suis dit, Donovan Mitchell, sa saison rookie, il a une série très bonne contre le Thunder. Bon, voilà. Il a une série historique dans la bulle contre les Nuggets de Jamal Murray, mais il a quand même des spadassins. Voilà. Mais il a quand même il perd quand même 9 ballons sur le Game 7, ce qui est un record de playoff de ballons perdus. Et ça, on le mentionne pas souvent. On oublie un peu trop. On oublie un peu trop ce Game 7, notamment les détracteurs de Nikola Jokic. Bon, maintenant, il y en a plus trop, mais avant, on l'oubliait un petit peu, ce Game 7. Mais du coup, je suis allé chercher, depuis la draft de Donovan Mitchell, donc depuis 2017, les campagnes de playoff, donc les joueurs sur une campagne de playoff qui étaient à plus de 30% d'usage, donc un usage de superstar, un usage très élevé, et à moins de 51 de true shooting, ce qui est le cas de Donovan Mitchell sur 3 campagnes de playoff. Sur qui je suis tombé ? Je suis tombé du coup sur Donovan Mitchell 3 fois, 2018-2019 quand ils prennent 4-1 contre les Rockets. Les Rockets, 21-22 contre les Mavs et 22-23 contre les Knicks. Bon, il y a Russell Westbrook 3 fois de suite. Bon, ça, vous oubliez, ça, c'est pas grave. Il y a two-time All-NBA Julius Randle. En 2021, il fait mieux l'an dernier qu'en 2021 face aux Hawks. Il y a D'Angelo Russell. Et c'est tout. Voilà. Donc, ils sont pas beaucoup, en fait, dans cette catégorie. Ils sont 4. Et si on remonte aux 10 dernières années, je vous laisse aller chercher. Il y a du Carmelo Anthony. Il y a du LeBron James, très surprenamment. Il y a du Murray Space. Oui, Murray Space a réussi à avoir plus de 30% d'usage et moins de 51 de true shooting. Mais voilà, ils sont pas non plus si nombreux que ça. Donc,
c'est tout le paradoxe un petit peu de Donovan Mitchell en playoff, c'est que en fonction des années, tu passes d'un performeur élite à un joueur qui sous-performe. Et je me demande à quel point c'est lié au collectif qu'il a autour de lui plus qu'à ses individualités. Parce que la 21-22 contre les Mavs, personne ne met un panier de loin du côté du Jazz. En plus, il y a l'absence de Joe Ingles et la blessure de Joe Ingles. Donc, c'est ça qui me fait dire, Mitchell, à quel point ses performances individuelles chutent en fonction du contexte collectif et surtout du spacing autour de lui. C'est parfait, Constant, tu me fais une passe décisive pour retourner contre Tom sa propre question sur voilà, ce profil de Donovan Mitchell où tu vis, tu meurs avec sa réussite. Tu l'as dit, Tom, il a envie de prendre ses responsabilités. Voilà, on peut l'applaudir pour ça, mais parfois avec plus ou moins de réussite. Est-ce que du coup, je te retourne ta propre question contre toi, Tom, est-ce que justement, c'est pas l'avenir d'un Donovan Mitchell, la progression à court terme, vu qu'on en parlait un petit peu sur Ja Morant, c'est pas justement dans l'idée d'un Jamal Murray devenir cette fameuse deuxième option où là, en fait, toutes ses qualités sont maximisées puisque tu sais que tu peux compter sur lui au moment où tu n'as plus de solution. Vas-y, tiens, Donovan, fais ce que tu sais faire. Oui et non, dans le sens où je pense que Donovan Mitchell, même si idéalement, peut-être que idéalement, ce serait une deuxième option qui serait cantonnée à faire du scoring, par exemple, dans un rôle à la Jamal Murray. Mais je trouve, parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup de jus avec Donovan Mitchell, beaucoup d'élimination. Et, mais tu vois, c'est un truc, et aussi du jeu sans ballon, comme Constant l'a souligné. Mais après, c'est vrai que par rapport au rôle qu'il a et au costume qu'il a à chaque fois, il lui manque ce côté playmaking, en fait, en dehors du scoring. Il a le tir, il a la capacité de scorer aux 3 niveaux, mais il lui manque cette notion de playmaking. Et pire dans la notion de playmaking, c'est que c'est quelqu'un, je trouve que les défenses arrivent à anticiper son playmaking tout simplement parce que quand il va passer, il est beaucoup moins agressif avec la balle que quand il va scorer. Généralement, on te dit, pour passer, fais comme si tu vas scorer, la défense va réagir et l'angle de passe sera. Mais en fait, je pense que en regardant Donovan Mitchell jouer, et je pense que ça doit être écrit quelque part sur le scouting report. Alors, je ne l'ai pas, mais ça doit être écrit quelque chose sur le scouting report. Donovan Mitchell, quand il va faire une passe, tu le ressens. Puisque c'est pas un passeur instinctif, c'est un passeur fonctionnel, c'est pas un passeur instinctif. Et parfois, il fait pas, tu vois, encore une fois, vieille technique, tu vois, pour faire une passe, fais une feinte de tir, ça ouvre un angle, tu fais la passe. Le joueur va bouger, tu auras la passe. Mais lui, il fait très peu de feintes voilà, il fait très peu de feintes de tir pour faire autre chose que tirer après. Et je pense que c'est quelque chose qui lui joue des tours. Du coup, il est amené à perdre des ballons. Et malheureusement pour lui, vu qu'il y a un déficit de playmaking global, notamment sur le front court des caves, ben, quand il y a par exemple à faire du playmaking sur short roll et on vient le retrouver et après il doit faire un jeu à deux avec un intérieur, ben on sait très bien que Donovan Mitchell, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter pour donner la balle en haut, puisque c'est pas quelqu'un qui va te faire une passe à terre pour faire arriver le ballon dans les mains de En l'intérieur. même temps, Et il du avait coup, Rudy c'est facilement Gobert, donc anticipable. faire une passe Oui. à terre pour que Gobert attrape avec les mains, c'était difficile. Quoi, mais... Donc voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui dans son playmaking est beaucoup trop prévisible. Alors même si il peut de temps en temps faire un peu des passes magiques, hein, tu vois, des boulets de passe ou des choses comme ça où il est un peu surprenant. Mais je pense que le prochain niveau pour lui, c'est vraiment de manipuler la défense en créant des brèches par son passing. Moi, j'avais noté un peu la même chose que toi, d'ailleurs, Tom. Justement, j'avais marqué manque d'instinct de playmaking. Est-ce que c'est pas ça, Constant, peut-être sa faiblesse par rapport aux deux autres joueurs mentionnés dans ce podcast? Alors, pour l'instant, un seul, mais il y en a un autre. Mais est-ce que ça passe pas aussi, parce que c'est ce que tu évoquais toi, Constant, c'est pour ça que je te renvoie là-dessus, est-ce que ça passe pas aussi par le contexte? Est-ce que c'est pas compliqué aussi? C'est-à-dire que ça se voit quand tu vas vouloir faire la passe à Jarrett Allen ou à Rudy Gobert, plutôt que quand tu as autour de toi, je sais pas, des shooters d'élite, quoi. Je remarque, c'est le deuxième épisode de suite où je tabasse Rudy Gobert. C'est bon, je sais que la période est plutôt propice à taper sur Rudy Gobert, mais Malheureusement. je ne veux pas non plus qu'on dise que je suis un hater de Gobert. Mais après, en fait, pour moi, il y a un truc, c'est que Donovan Mitchell, et c'est une comparaison, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je trouve que ce côté surresponsabilisé, c'est peut-être une variante de Russell Westbrook en playoff. C'est-à-dire, vraiment, je porte l'équipe sur mon dos. Et je prends énormément de tirs, je me surresponsabilise à outrance, quitte à ce que ce soit parfois au détriment de mon équipe. Ça peut être magique comme le Game 1 face aux Knicks, et ça peut être complètement au détriment comme sur d'autres matchs.
Enfin, c'est une piste de réflexion là qui me vient en direct. Au niveau de son playmaking, je suis effectivement très curieux de voir ce que va donner le playmaking de Donovan Mitchell quand il aura Max Strus et George Niang. Oui, George Niang. Oui, oui. Quand il aura deux shooters de grosse qualité, surtout George Niang, au lieu d'avoir Isaac Okoro, Caris Levert et Raoul Neto. Vraiment, ça va. Non, mais en termes de. Non, mais c'est dit sur le ton de la blague, mais vraiment en termes Oui. de géométrie du terrain, je pense que ça peut Oui, c'est changer pas pareil. beaucoup de choses du côté des Cavs. Et peut-être que défensivement, ils seront moins forts, mais je trouve que l'upgrade en termes offensifs est vraiment valuable et je pense qu'on sous-estime beaucoup l'arrivée de Max Strus et George Niang du côté des Cavs. Et pour moi, ça peut débloquer un autre panel de jeux pour Donovan Mitchell en termes de playmaking parce qu'il va se retrouver un peu plus dans un contexte qu'il avait au Jazz avec potentiellement des shooters dans le corner comme il pouvait y avoir avec Joe Ingles. Et c'est vrai qu'en termes de passing, je ne sais pas s'il est moins bon en termes de passing que le joueur qu'on n'a pas encore cité, mais pour citer encore une fois un petit prince de Bondy, Donovan Mitchell, il fait des passes avec la peur. C'est ça le truc. Je trouve que oui, effectivement. Alors que les deux autres sont tout le temps à 100%, que ce soit pour faire une passe ou que ce soit pour scorer. Effectivement, Donovan Mitchell est peut-être un peu plus sur la retenue au moment de faire une passe. Il y a ça, et un autre point que je soulignerais, c'est que c'est très difficile quand tu tournes à quasi 10 tentatives à 3 points par match, mais il faut qu'il aille plus sur la ligne des lancers. Il a 99 de free throw rate plus, donc il est à peine dans la moyenne NBA avec les capacités athlétiques. Je trouve que c'est un joueur qui aurait plus tendance à aller sur la ligne des lancers, et c'est un défaut qu'on peut lui imputer quasiment depuis le début de sa carrière. Mais comme tout ce que tu as dit, ça fait aussi partie du contexte et de la géométrie du terrain où c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus bouché du côté des Cavs. Peut-être que justement cette année, appelons ça l'année 2 du projet Mitchell du côté des Cavs, peut-être que voilà, avec des ajouts de pièces qui correspondent plus au profil. Maintenant que tu as identifié que tu pouvais jouer avec Mitchell et Garland, peut-être qu'en mettant plus de pièces correspondantes, ça pourrait lui bénéficier, notamment pour être plus haut dans le DH20 2024. Mais je vois que ça lève le doigt à droite à gauche. Qui veut prendre la parole? Juste pour rebondir sur ça, après je finirai sur Mitchell. Tu vois, l'année où le Jazz finit premier de la conférence, Mitchell est à 117 de free throw rate plus. Il est à plus 17 par rapport à la moyenne NBA. C'est la seule année où il est au-dessus. C'est la meilleure année collective du Jazz. Alors ça peut s'expliquer. Je crois que cette année-là, le Jazz doit avoir le meilleur pourcentage à 3 points, ou pas loin de ça, donc ça peut s'expliquer par le spacing. Mais la meilleure année collective d'une équipe de Donovan Mitchell, c'est l'année où il va le plus sur la ligne. Tom, tu avais une réaction à tout ça? Oui, juste simplement réaction par rapport au passing, du fait que, tu vois, Donovan Mitchell, c'est encore une fois un passeur fonctionnel. Ben, vu que le terrain est bouché, ben, t'as moins de temps. Déjà, il faut voir les passes, mais t'as moins de temps pour exécuter aussi les passes et les joueurs sont beaucoup plus près. Donc, effectivement, ça rend plus difficile. Donc, peut-être avec un jeu plus aéré, plus de vidéos et puis, l'apprentissage des tendances, hein. On sait que c'est quelque chose qui est important, connaître les tendances, savoir, ben, tel joueur, il arrive bien à attraper la balle dans tel angle, ben, je vais lui mettre plus par là, plus, voilà. C'est des choses comme ça qui vont aussi, le débloquer, mais je trouve que, Donovan Mitchell est pas encore un produit fini et que peut-être que là, c'est sa meilleure saison en carrière, la saison qu'il a fait l'année dernière. Je serais pas surpris qu'il sorte une saison d'une meilleure facture peut-être l'an prochain. Voilà, donc rendez-vous l'année prochaine pour le DH20. Mais tout d'abord, on va enchaîner sur le troisième joueur du jour avant de revenir peut-être un peu sur les trois en même temps. Troisième joueur qui a été évoqué ici et là tout au long du podcast, qui concerne un des membres présents. 13e du DH20 2023, SGA, Shai Gilgeous-Alexander. 13e donc du DH20 2023, 13e chez les auditeurs. Et de manière assez curieuse, mais c'est quelque chose qui se vérifie souvent. Constant le faisait remarquer hors antenne. Souvent, on met nos joueurs, enfin les joueurs de nos équipes un peu plus bas, ce qui n'est pas mon cas personnellement, mais Constant chez 14e pour donc un Shai qui lui est sur un projet plus avancé, je ne sais pas, mais en tout cas un projet qui date un peu plus du côté du Thunder et qui l'amène cette année, parce que quand même il faut le souligner, bravo monsieur, en first team All NBA. Donc gros achievement pour Shai Gilgeous-Alexander cette année. Je n'ai même pas envie de faire plus que ça les présentations. Constant, je t'en prie, vends-nous Shai. Le guard avec le plus de votes dans les All-NBA, hein, pour les 2-3 détracteurs de Shai Gilgeous-Alexander, c'est celui qui fait son entrée fracassante dans le DH20 cette année. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu Ja Morant l'an dernier qui a fait une entrée fracassante. Cette année, c'est au tour de Shai Gilgeous-Alexander. Je vais pas faire 35 minutes, même si je pourrais le faire. Je pourrais faire 3 heures sur Shai Gilgeous-Alexander, mais globalement, une saison où on a vu sur une échelle d'une saison complète ce qu'on avait vu l'an passé après l'All-Star Break où
il était devenu une machine de scoring où il avait un petit peu délaissé le 3 points pour vraiment se concentrer sur le mi-distance. C'est le principal axe de progression ces dernières années, surtout cette année par rapport à l'an dernier. Faut quand même souligner que Shea, sur les pull-ups à mi-distance, parmi les 50 joueurs qui prennent le plus de pull-ups de toute la ligue. Cette année, il est 8e en termes d'efficacité à mi-distance, donc il est très bon dans ce domaine-là. Et c'est peut-être un point que moi-même en tant que fan du Thunder, je sous-estime, c'est sa capacité vraiment à sanctionner les joueurs à mi-distance sur du pull-up. On a souvent tendance à dire oui, c'est le joueur qui drive le plus de NBA, mais c'est pas que un très bon finisseur près du cercle, même si c'est évidemment un très bon finisseur près du cercle, c'est aussi un joueur qui a le bagage à mi-distance. Je trouve que c'est le meilleur défenseur et d'assez loin des 3 joueurs dont on a parlé ce soir. Je trouve que c'est peut-être aussi le meilleur leader des 3, mais ça, c'est des critères beaucoup plus subjectifs et moins quantifiables. Mais il a porté son équipe du Thunder tout au long de la saison. Ça a été le scoreur le plus régulier cette année, puisqu'il n'y a pas des cartons à 50 points. Par contre, c'est le joueur qui a fait le plus de matchs à 30 points ou plus au cours de la saison. Donc voilà, je vous laisserai en parler, mais il a fait une très bonne saison. Pourquoi il n'est pas plus haut? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de playoff, mais c'est du calibre très 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 élevé ce qu'a proposé chez Gilgeous-Alexander. Et voilà, leadership, voilà, très belle saison. Je suis très content qu'il se retrouve dans le DH20. Il a enfin eu l'échantillon de matchs suffisant. Il a eu les résultats collectifs qui ont été bien meilleurs. Donc, place méritée pour Shea cette année dans le DH20. Shea qui est aussi 13e chez toi, Tom. Je vais même trahir un secret, mais a priori, les auditeurs l'auront vu, en tout cas ceux qui nous suivent sur Twitter. Chez toi, il est même un tiers au-dessus des 2 autres aujourd'hui. Est-ce que justement, je vais reprendre un peu ce que disait Constant, est-ce que Shea, c'est pas un peu le mix des 2 autres? Il est quelque part, voilà, très, très beaucoup de drive du côté de chez Gilgeous-Alexander, un peu plus de tirs que Ja Morant, un bon défenseur. Est-ce qu'on n'est pas, voilà, en train d'avoir l'éclosion dans ce tir-là, d'un peu toutes les qualités? Déjà ça, après, c'est pas pour rien qu'il a fini All-NBA First Team, hein, qui est un des seuls joueurs du classement. Quand tu regardes tous les joueurs qu'on a passés, c'est l'un des seuls à avoir atteint cette grande marche-là. Et puis, moi, enfin, j'allais t'appeler chez Constant. Constant, tu as parlé en fait de la punition de chez Gilgeous-Alexander, du coup, à mi-distance. Moi, ce qui me manque avec lui, c'est sa panoplie de finition dans la raquette. Mais en dehors de, alors oui, il y a les drives comme tu as dit, il y a la capacité de créer du contact, de créer de la séparation ou d'arriver à mettre très rapidement des joueurs hors de position sur des petites feintes de dribble, des feintes de tir. Mais en fait, moi, c'est vraiment la panoplie de finition dans la raquette. On a tout. On a du step back, on a du fadeaway, on a du follow, on a des turnovers, on a des scoop shots, on a des up and under, on a du stop and go, on a de l'eurostep. Il a toute la panoplie complète du scoreur, du scoreur de très très haut niveau. Et en fait, c'est ça pour moi en fait qui fait qu'il est passé un tiers au-dessus, c'est que aujourd'hui, chez Gilgeous-Alexander, en dehors peut-être de le trapper, il n'y a pas moyen de le défendre à partir du moment où il est à l'intérieur de la raquette. Enfin, il est à l'intérieur de la ligne à 3 points. Oui, voilà, tu l'as souligné. Il y a peut-être voilà un défaut dans le scoring, quelque chose qui manque encore chez c'est en tout cas quand on arrive dans ce stade-là, parce que je rappelle une nouvelle fois dans le DH20, on pinaille très très fort, hein. On est sur des très 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 bons joueurs de basket, mais voilà dans les tirs du dessus, est-ce que c'est voilà jusqu'où peut-il aller sans cette arme du 3 points? Alors sans cette arme, c'est très vite dit, mais en tout cas sans un tir beaucoup plus reliable et peut-être la faiblesse qui est exploitable. Je sais pas. Vas-y Tom, vu que c'était ton sujet, je te permets d'embrayer dessus, hein. Bah, après, je pense que par rapport aux 2 autres, Constant a parlé de la défense. Je pense que par rapport aux 2 autres, c'est lui aussi qui a le meilleur handle. Ah oui, C'est-à-dire que oui. il a, Ah oui, de très très loin. c'est lui, voilà, c'est lui qui a le meilleur handle. Je trouve qu'il a vraiment progressé là-dessus. Et tu vois, toute sa capacité de garder la balle en vie, ça lui permet aussi de pouvoir aller dans ses spots assez facilement. Il a une bonne maîtrise des angles, une bonne maîtrise du footwork, pardon. Et du coup, ouais, c'est le playmaking. Et pour moi, le tir à 3 points pour lui, ok, c'est une arme en plus, mais vu tout ce qu'il fait, je pense pas que je pense pas que avoir énormément de volume à 3 points, ça lui serait bénéfique. Constant, expert en chais. Je te vois dodeliner. Que penses-tu de cette histoire voilà, du step supplémentaire, s'il peut encore en passer un, bien sûr, pour Shea? Non, mais ça, c'est un débat qu'on a souvent avec Pierre, c'est que moi, je suis plus dans l'optique, et c'est un truc dont on peut parler aussi pour Ja, de dire si Shea ou Ja prennent un tir à 3 points, c'est quelque part donner des outils à la défense pour t'arrêter,
de par toi-même. Et c'est ça qui me pose problématique. Moi, je préfère dire, si la défense n'arrive pas à arrêter Ja Morant ou Shai Gilgeous-Alexander en drive, continue de tambouriner dans la raquette jusqu'à ce qu'ils réussissent vraiment de t'arrêter. Ne leur donne pas un moyen de te stopper avec une décision individuelle. Donc ça, c'est sur le point auquel je suis un peu plus sceptique, mais effectivement, au niveau du tir à 3 points, c'est un meilleur shooter pour moi que Ja Morant. Oui, La problématique, c'est que Shai, il y a quasi pas de catch and il n'en shoot. prend pas. Il y a que des Ouais, pull-ups et il n'en et prend il pas en beaucoup, prend ouais. très peu aussi. Mais sinon, on est sur du 34%, mais on est à peine une tentative réussie par match, donc c'est très difficile. Mais il a montré parfois que dans certaines occasions, il était capable. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'il ait le pull-up à 3 points, je pense que c'est trop compliqué et je suis même pas sûr que c'est ça qui pourrait réellement lui faire franchir le step supplémentaire. Pour moi, s'il continue d'avoir le pull-up à mi-distance, avec sa capacité de finition près du cercle, avec son handle qui est très honnêtement l'un des meilleurs de NBA. Enfin, tous les joueurs qui parlent de Shai Gilgeous-Alexander disent qu'il a son propre rythme, son propre flow. Donc, ouais, franchement, dans la Rolls des ball handling, je le mets là-dedans. Alors, il y a Curry, il y a potentiellement Kyrie, mais il est pas si loin que ça finalement, je trouve. Mais effectivement, il y a pour moi, c'est vraiment le 3 points en catch and shoot. Et de par cet aspect-là, pour développer un peu plus sur la notion de jeu off-ball, où pour moi, il doit encore progresser. C'était un point qu'il avait souligné en conf de presse avant que la saison 22-23 débute. Finalement, il l'a pas tant utilisé aussi parce qu'il a pris cette amplitude individuelle. Mais ouais, effectivement, un peu plus de jeu off-ball à 3 points. S'il était capable de sanctionner, ça pourrait peut-être lui ouvrir encore plus les lignes de drive. Mais effectivement, je trouve que c'est le seul point qui peut réellement gommer. Après, il y a un contexte collectif aussi, parce que Tom a parlé du fait de le trapper, de le blitzer, ce qu'on a vu sur les matchs de play-in face aux Pels, où effectivement, Oui. il s'est retrouvé un peu plus en difficulté. Et c'est un truc dont on parlait en off juste avant, c'est que pour moi, c'est lié au fait que individuellement, ça manque de qualité de shotmaking encore au Thunder et d'une deuxième option qui est que les défenses peuvent réellement craindre d'être capable de se créer son propre tir et du coup toute la défense se concentre sur Shai. Je pense Mm. effectivement que si jamais un joueur comme Jalen Williams, potentiellement, on fait un coucou à Alan, arrive à développer cette qualité de shotmaking et cette création de tir, ça peut libérer des espaces pour Shai. Mais au niveau de son playmaking, je trouve que c'est pas un meilleur playmaker que Donovan Mitchell en termes de vision de jeu. Par contre, en termes de playmaking d'opportunité, je trouve qu'il est Oui. bien meilleur sur les kick-outs. Je trouve que on est sur un passeur en potentiel assist, par exemple. Alors, c'est sûr que comme c'est des kick-outs, les assists sont plus, enfin, le potentiel de passe décisive est plus élevé que pour d'autres joueurs. Et je le trouve très bon dans ce domaine-là. Donc, ouais, pour moi, c'est peut-être un peu plus de catch and shoot à 3 points que réellement le pull-up ou si chez Gilgeous-Alexander développe un pull-up à 3 points viable et sur un gros échantillon, bon là, tu peux difficilement l'arrêter, effectivement. Noté, ouais. Ouais. Ouais, clairement. Je suis d'accord sur le playmaking, c'est un truc que j'avais noté sur justement le projet qui est un peu plus long. C'est un mec qui connaît très bien ses soldats. On est dans le projet de Thunder, c'est Shai qui est au centre, tout le monde le sait. Alors c'est peut-être l'éclosion la plus surprenante des trois noms qu'on cite aujourd'hui, peut-être celui qui était le moins attendu en tout début de carrière, mais maintenant on sait que c'est lui qui est au centre. Et moi il y a quelque chose que je voulais souligner aussi qui m'a un peu frappé tout au long de la saison de Shai, et ce qui lui vaut probablement d'ailleurs sa nomination au First Team All NBA, c'est qu'il est très souvent le meilleur joueur sur le parquet dans un match NBA. Oui, Peu c'est vrai. importe Très le joueur souvent. en face. Oui, oui, Voilà, et oui. peu importe qui est en face, et c'est quelque chose dont on parle régulièrement d'ailleurs chez De Kebdo, qui finit par avoir une importance, notamment quand on arrive au jeu de playoffs. C'est pour ça qu'on a hâte de voir, et on te le souhaite, Constant, on vous le souhaite à toute la Thunder Nation, de retrouver Shai et le Thunder en playoff, parce que ce sera qui sera intéressant de voir si ça finit par se traduire. Voilà, pas forcément, voilà, en polissant évidemment le jeu, mais pas forcément en développant quelque chose de nouveau pour moi, mais qu'il arrive à traduire justement cette domination très régulière qu'on le voit faire en NBA tout au long de la saison, d'être le meilleur joueur sur le parquet, peu importe qui est en face, hein, tu l'as très bien dit, que ça se traduise avec l'équipe et dans des joutes de playoff. Et à partir de là, peut-être qu'il pourrait passer un step supplémentaire, mais rien qu'en soi, dire ça, ça prouve que c'est un joueur qui mérite sa place dans le DH20 et qu'il est à cette 13e place de manière bien assurée. D'ailleurs, si je reprends les points de la pondération, je te vois faire oui de la tête, Tom. Shai fait partie du DH20 et a priori, il est pas parti pour sortir de sitôt. Mm. Si je peux ajouter deux petits trucs, c'est que séparation de tir élite, qui est très très Oui, fort pour séparer son tir, de par son handle, et provocation de faute élite. C'est-à-dire que là, on est sur du level de Giannis en termes de capacité à aller sur la ligne des lancers francs, en termes d'échantillons. En plus, il a augmenté son pourcentage au lancer cette année par rapport aux années précédentes. Donc voilà, on le taxe souvent, les haters de chez de Free Throw Merchant. Il faut voir les fautes qui sont sifflées.
Et je trouve qu'en termes de capacité à provoquer la faute, c'est bien plus des fautes de l'adversaire qui ne peut pas l'arrêter plutôt que lui qui va essayer d'aller chercher les deux lancers. Après, il déclenche aussi tout près des défenseurs, hein. C'est ça avec Shea, c'est que c'est-à-dire que quand tu le vois déclencher le tir, des fois le défenseur il s'apprête à contester, mais il voit qu'il est trop près, donc des fois il va. Tu vois, j'ai en tête le buzzer beater aux Bucks où Matthews Mm. est prêt, mais en fait s'il lève le bras, il fait faute. Donc tu es obligé de le laisser tirer parce que il déclenche beaucoup plus près que la séparation normale que notre attaquant aurait créé. Par exemple, par rapport à Shea, il y a aussi un match qui m'avait marqué, c'est un match face à Denver où on lui met tout le monde, Bruce Brown, KCP, Gordon, et en fait, il score sur peu importe le type de défenseur, tu vois. Tu auras peut-être Bruce Brown qui est un petit peu plus dynamique, KCP qui va être, on va dire, un petit peu plus malin, et Gordon qui va être plus en force. Mais à chaque fois, il trouve une situation pour scorer face à l'équipe. Et du Il a coup, conscience simplement de sa pour palette, quoi, de la largeur c'est de sa ça. palette. C'est ça. Et simplement pour rebondir sur ce que tu disais du coup sur le plébiscite de Shea cette saison par les auditeurs, bah, il est présent dans 92% des classements. Il est présent dans 92% des classements des auditeurs. Il est présent partout chez nous. Et quand on compare avec les deux d'en dessous, par exemple, Ja Morant, il est présent dans 78% des classements. Et Donovan Mitchell, il est présent que dans 72% entre guillemets des classements. Donc il y a vraiment un gap euh, même si on en a parlé ensemble, mais aujourd'hui, il y a peut-être un gap entre ces joueurs-là, quoi. Ouais. Après, tout en mettant l'astérisque Ja Morant sur cette Oui, saison, oui, je pense qu'il y a des auditeurs un peu comme moi qui l'ont un peu sanctionné oui. pour le contexte global. On va dire ça comme ça. Mais justement, ça nous laisse. C'est bien que tu ressentes sur les trois en même temps, Tom. Ça nous laisse une dizaine de minutes là avant l'heure pour être dans les temps. Parce que voilà, ce mois DH20, on a décidé d'être carré aussi. On ne voudrait pas se faire gronder par le grand chef, par Ben. Voilà, ça nous laisse une dizaine de minutes pour parler des trois en même temps, de ce tiers, puisqu'ils étaient assez proches, hein. Il y a une séparation à la fois avec les joueurs de derrière. Alors, on en avait parlé la semaine dernière. Bam Adebayo est pas si loin, est bien intercalé tout de même, mais il y a une vraie séparation avec la suite du classement et avec ce qui arrivera dans le prochain épisode. On va pas citer de nom, bien sûr, mais donc là, ils sont bien ancrés. On est sur trois playmakers, trois joueurs au centre de l'attaque, en tout cas pour principalement de leurs équipes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On l'a dit un peu de manière individuelle. Ja, c'est peut-être identifier justement ses forces, ses faiblesses ou développer ses forces, on n'en est pas sûr. Mitchell, le contexte, un costume peut-être un peu plus fit, on va dire ça comme ça, Tom, pour la théorie du costume. Shea, est-ce qu'on attend juste l'expérience en playoff? Est-ce que ces trois-là peuvent faire partie de la génération qui va, alors dominer peut-être pas, mais en tout cas prendre un peu plus d'importance dans le DH20 dans les prochaines saisons? Constant, t'as pas entendu depuis un petit moment. Je trouve que des trois, pour l'instant, c'est celui qui est le plus haut, mais je trouve que Donovan Mitchell est peut-être celui qui a atteint le plus son plafond. En tout cas, je vois le moins de marge de progression, même si c'est un joueur très complet, hein, bien sûr, hein. Mais tu vois, quand tu cites les trucs des potentiels axes de progression, bah, chez on peut trouver quelques axes de progression. Ja Morant, on peut trouver quelques axes de progression. Donovan Mitchell, c'est le costume. C'est pas. Voilà, moi, Ou le ou playmaking. le playmaking. Moi, j'ai trouvé 2-3 axes. Il faut plus aller sur la ligne des lancers, il faut plus aller sur le playmaking. Est-ce que aller plus sur la ligne et une augmentation du playmaking, c'est un truc qui va lui faire changer de tiers? Je suis pas sûr, par exemple. Ah, Euh, ça pourrait, hein. Ça Il y a la dépend. chute de certains joueurs qui peut aider peut-être. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a la chute. Mais ouais, pour moi, c'est peut-être, et aussi parce que Mitchell est plus vieux que les deux autres. Il y a 3 ans d'écart entre Donovan Mitchell et Ja Morant, je crois. Euh, Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Parce que Mitchell doit arriver plus vieux en NBA que Ja au moment où il est drafté. Je crois non, ils arrivent au même, enfin, je crois que Mitchell, il est deuxième année, puisqu'il fait une première année à Louisville, Oui. il est drafté la deuxième année, et Ja Morant, c'est pareil, à Murray State, il fait une première année, et Il y a après, il fait presque une 3 deuxième ans, année, oui, il est c'est ça. drafté, ouais. Ah voilà, Presque 3 ans. presque 3 ans. Donc je ne dis pas de bêtises. Ben sera content que j'ai dit des facts sans vérifier, mais qui étaient vrais, effectivement. Non, mais voilà, je trouve que c'est peut-être lui qui a atteint son plafond le plus haut. Pour Ja Morant, l'axe de progression, ouais, c'est effectivement de pousser un peu plus sur ses points forts et d'essayer de progresser sur ses points faibles, mais vraiment d'accentuer encore plus sur ses qualités athlétiques. Pour Shai Et le tir. et le tir, bien sûr. Mais le tir, c'est Le un tir. swing factor, mais j'ai du mal vraiment à le voir, le développer. C'est un peu comme pour Shai. Et pour Shai, il me faut une autre saison. Alors peut-être pas de ce calibre-là, peut-être pas All-NBA First Team, mais d'un level All-NBA. Et j'attends de voir s'il est capable en playoff d'être le meilleur joueur d'une série.
ou en tout cas d'être très haut. Et effectivement, s'il garde cette production individuelle et si en playoff c'est un joueur très très bon, là il y a moyen qu'il se retrouve au tir au-dessus. Disons que ce qui freine pour l'instant chez, c'est l'absence de performance en playoff. S'il avait le passif qu'aurait pu avoir Ja Morant ou qu'aurait pu avoir Donovan Mitchell, il aurait peut-être sauté le train, il serait peut-être retrouvé dans le tiers du dessus, ce que des membres de Dunk Hebdo ont fait d'ailleurs. Enfin, un membre de Dunk Hebdo. Bah, Tom, la parole est à tu la vois, défense. tu parles de Shea, tu dis l'absence de performance en playoff. L'absence de performance en playoff dans ce rôle-là, parce que Shea Oui, Gilgeous-Alexander, il est déjà allé en c'était playoff il y a 3 ans. avec les Clippers et il est aussi allé en playoff la saison de Chris Ouais, Paul, la quoi. première année au Thunder. La première année au Thunder, donc. Dans ce rôle-là, avec ce costume-là, on attend de le voir, mais c'est quelqu'un qui a quand même posé quelques garanties sur sa viabilité, entre guillemets, dans des rôles en playoff. Ça va pas être un joueur négatif tout de suite, tu vois. Ah, mais le Il jeu peut se était rendre différent. utile. Oui, Le le jeu jeu était était différent différent, aussi, la oui. corpulence physique, enfin, Oui, physiquement, il a pris énormément aussi. Ça, c'est un point sur lequel oui. on n'a pas parlé, mais ouais, c'est difficile le Shea de 2020 ressemble plus vraiment au Shea de 2023, hormis le drive. Mm. Bah, tu vois, comme ça, tu parlais par exemple, pour revenir sur Donovan Mitchell, tu disais que, est-ce que, par exemple, aller plus sur la ligne, un peu de playmaking, ça changerait la façon dont, tu vois, Donovan Mitchell, il est à presque à 29 points, il est à 28 points. Mhm. S'il va un peu plus sur la ligne, il passe vite la barre des 30 et tu lui ajoutes un peu de playmaking. Mais à quelle Pour échelle? moi, ça change de tiers, tu vois, ça change de C'est tiers, ça le hein. truc, c'est jusqu'à quel point il va plus sur la ligne et Oui, jusqu'à quel point il est meilleur au playmaking. oui. Bah, tu vois, ça, je pense que il y a 2 ans, mais il y a encore, même pas 2 ans, il y a encore 18 mois, il y avait pas mal de comparatifs, entre guillemets, entre Devin Booker et Donovan Mitchell. On parlait de la relève des deux. Booker, lui, il est parti. Il est parti, il est très loin. Mais tu vois, c'est peut-être, alors peut-être qu'il aura pas la même progression, le même type de progression, mais je pense qu'il peut encore évoluer. Il peut encore évoluer Donovan Mitchell, hein. Pour moi, c'est vraiment pas un produit fini. Alors oui, il y a des déficits dans son jeu, mais comme tu vois, défense, un peu plus d'efficacité, aller sur la ligne et du playmaking. Et pour moi, t'as un vrai bon joueur, hein. Ouais, puis quand on parle du contexte, alors oui, ça veut dire améliorer ce qu'il y a autour, mais c'est aussi du coup réussir à mettre les joueurs, bon, en l'occurrence Mitchell, mais pas seulement, dans des situations qui peuvent aussi leur faciliter la tâche et leur permettre de développer certaines choses qu'ils n'ont pas pu faire jusque-là. Comme on l'a dit, il a toujours eu voilà, des profils assez particuliers autour de lui, et Mm. offensivement, c'était assez compliqué. Peut-être qu'il y a d'autres aspects de son jeu qu'on n'a pas vu, tout simplement parce qu'il n'a pas pu le développer par rapport au Mm. contexte autour. Donc effectivement, Mm. il pourrait continuer à progresser. Mais je suis un peu Mm. d'accord avec toi, Constant. Moi, si sur les trois, je vais mettre un indice de confiance sur qui va passer le tiers suivant le plus vite, je suis pas sûr que je mettrais une piécette Mitchell. sur Donovan Oui. Mitchell. Bah, c'est sûr. Après, c'est vrai que, par exemple, Ja Morant, c'est quelqu'un qui a montré, encore une fois, qui a eu des flashs de brillance. On l'a déjà vu sur des settings playoffs. On l'a pas assez vu, notamment notamment à cause des blessures et de l'indisponibilité. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a des pics assez hauts. C'est un joueur, encore une fois, de volume. On l'a peut-être pas assez dit, mais c'est vraiment un joueur de volume. 38% d'usage avec, 38% d'usage, 41% d'assist percentage, tout en étant dans le 90e centile des tirs non assistés. Donc c'est quelqu'un qui a une énorme charge, qui a une énorme responsabilité dans le jeu de son équipe et qui a un énorme volume et malheureusement qui n'a pas l'efficacité qui suit. Mais du coup, on sait que dans ce type de profil, la notion de volume et la notion de responsabilité, de difficulté des tirs, bah c'est ça peut jouer en ta défaveur du coup quand tu as un costume aussi gros. Et c'est assez bizarre, entre guillemets, que l'équipe marche autant sans lui. Par contre, quand il est là, c'est lui qui a toutes les responsabilités. On va voir avec Euh, Marcus Smart si ça change. Ouais. ah, voilà, super teasing, super conclusion, Constant, pour donc Marcus Smart qu'on retrouvera dans le DH20. Marcus Smart, c'est la 12e place de notre DH20 en exclusivité. Marcus Smart. Alors, là, on peut faire de l'engagement là-dessus. Là, on peut faire de l'engagement. Alors, Marcus Smart, était-il vraiment meilleur que Jalen Brown? On donne la parole aux fans des Celtics. Il n'y a plus de fans des Celtics chez Dunkeldo, mais c'est un discours qui pourrait être tenu. On ne va pas citer de nom, bien entendu. Bonjour Azad. Bonjour Azad. Allez, reprenons les choses sérieuses puisqu'on arrive à l'heure. Rappel du classement du DH20, donc à l'issue de ce nouvel épisode. Je vais recommencer depuis le début. 21e cette année, en 2023, Jamal Murray. 20e, De'Aaron Fox. 19e, James Harden. 18e, Jalen Brown, justement, on en parlait. 17e, Paul George. 16e, Bam Adebayo.
15e donc cette année, Ja Morant. 14e, Donovan Mitchell. 13e, Shai Gilgeous-Alexander. Et pour le prochain épisode la semaine prochaine, il y aura encore un trio avec peut-être un peu plus d'expérience. On est peut-être aussi sur d'autres temporalités, j'en dis pas plus. On compte sur vous pour être présent. Pour le coup, n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur les plateformes de podcast, sur YouTube où on a mis les moyens cette année. Et bien sûr, sur Twitter pour échanger avec nous. Merci Constant, merci Tom. Et à très vite pour la suite du clashement du DH20. Salut! Salut! Salut, merci à toi Adrien.